L'Afrique a besoin chaque année de près de 200 milliards de dollars pour le financement de son développement. Une manne financière qu'il a toujours le plus recherchée auprès des grandes institutions financières internationales et des pays membres de l'OCDE notamment. Mais la question qui revient le plus souvent est celle-ci. L'aide publique au développement aide-t-elle vraiment l'Afrique ? Les opinions demeurent toujours partagées autour de ce sujet, même si, à l'arrivée, elles semblent s'accorder sur le fait que l'aide internationale n'a pas été en mesure d'assurer une croissance durable à ses bénéficiaires. De plus en plus de voix s'élèvent pour appeler le continent à rompre avec cet état de dépendance perpétuelle et à commencer par compter sur ses ressources financières intérieures afin de trouver des solutions durables à ses besoins de financement. Au regard de ces réalités actuelles, l'Afrique peut-elle se passer de l'aide publique au développement ? Comment pourrait-il alors lui-même financer son propre développement ? Mesdames, Messieurs, merci de prendre le rendez-vous de ce nouveau numéro d'Espace Éco sur SICA. Place au débat. Pour la discussion, j'ai le plaisir d'accueillir Cyriaque Edon. Bonjour. Bonjour. Économiste, vous êtes également enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Vous êtes également coordonnateur du département coopération du laboratoire d'économie publique LEP à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université d'Abomey-Calavi. Bienvenue. Merci. J'accueille également Serge Vianou. Bonjour. Bonjour, cher ami. Juriste spécialiste du droit bancaire et financier. Vous êtes également associé dans le cabinet d'assistance juridique fiscale et d'intermédiation financière Fiscages au Bénin. Merci d'être avec nous. Bonjour, cher ami. Je reste avec vous, Serge Vianou. Quelle perception avez-vous de l'aide publique au développement dont bénéficient les pays africains ? Ma première réaction, si je dois donner mon impression vraiment sincère, c'est que c'est un énorme gâchis. Chaque année, depuis 1960, nous empruntons ou nous bénéficions de centaines de milliards de francs d'aide au développement. Mais sans pour autant jamais voir le développement pointer le bout du nez. Ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose. Soit l'aide au développement est inappropriée, soit elle est mal utilisée. Mais ce que nous constatons, c'est qu'il n'y a jamais eu un arrêt pour faire le point, ou voir ce qui va et ce qui ne va pas pour repartir de l'avant. Figurez-vous que, pour prendre une question d'actualité, en 2016, le gouvernement actuel nous a présenté... Le gouvernement du Bénin, vous voulez dire ? Le gouvernement actuel du Bénin, nous sommes au Bénin, nous a présenté un plan de 9 000 milliards pour nous développer. Alors que nos ressources font à peu près, nos ressources propres font à peu près le tiers de cela. Mais on va trouver cet argent où ? On va rembourser comment ? Et ça va servir à faire quoi ? Ça pose un problème. Nous nous endettons depuis 1960. Qu'est-ce qu'on veut laisser à la génération future ? Rien. Nous nous endettons chaque année. Je prends le cas du FMI. Quand ils ont fait leur 50e anniversaire, il y a quelques années, ils se sont rendus compte qu'aucun pays n'a pu se développer grâce au FMI. Le programme d'ajustement structurel, sur lequel nous sommes depuis bientôt 27 ans, n'a jamais pu nous sortir de quelle situation que ce soit. Quelle serait la réaction d'un parent qui confierait son enfant malade à un médecin et pendant 5 ans, la situation est demeurée stationnaire? On doit changer de médecin. Donc je pense qu'il est temps pour nous de réfléchir, de faire le point et de nous demander ce qui ne va pas. À mon avis, je vous laisse. Allez-y. À mon avis, je pense que le problème du développement auquel nous sommes confrontés en Afrique ne sera pas réglé par ces aides-là. Jamais. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait régler le problème de développement ? Cela, avant de répondre à cette question, il faudrait définir d'abord ce que c'est que le développement. Allons-y. Qu'est-ce que le développement ? Le développement, c'est une croissance, une expansion de quelque chose.
Et une expansion se fait toujours au détriment d'une autre situation. Par exemple, historiquement, sur une même aire géographique, deux grands royaumes n'ont jamais pu coexister. Soit il y a un qui croît, qui tombe en décadence avant que l'autre ne grandisse. Même actuellement, nous l'observons. La Chine se développe au détriment des États-Unis et des pays du monde occidental. Les pays occidentaux se sont développés au détriment des pays africains. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez souligner? Je veux souligner que le développement ne peut pas venir de l'extérieur. Parce que les paradigmes sur lesquels nos dirigeants fondent leur politique de développement sont complètement erronés. Nous ne pouvons pas prétendre que les Blancs ou les pays occidentaux vont venir nous développer. Pourquoi? Si nous sommes développés, ces pays ne peuvent plus venir piller nos ressources. Vous n'avez jamais vu d'entreprise béninoise aller exploiter du gaz naturel en Ukraine ou en Russie? Jamais. Vous n'allez jamais voir ça. Ou bien vous pensez que une entreprise togolaise va exploiter le port d'Anvers? Jamais. Jamais. Donc, si nous nous développons, nous serons en mesure de dire non à beaucoup de choses. Si nous nous développons, c'est que les pays occidentaux vont tomber parce qu'ils n'auront plus des sources d'approvisionnement pour leurs matières premières et n'auront plus de possibilité d'écouler leurs produits vers nous. Je vais certainement revenir à vos sièges via nous. Cyril Akédon, est-ce que vous avez cette même perception de l'aide publique au développement dont bénéficient les pays africains? Non, pas tout à fait. Vous vous en doutez très bien, sinon on ne serait pas sur le plateau aujourd'hui. Non, mais en réalité, je pense que c'est un peu mitigé, bien évidemment. Le bilan est mitigé. Lorsqu'on fait le bilan, on se demande qu'est-ce que ça a apporté l'aide au développement depuis ces années. Mais est-ce bien, pour moi, c'est un bien mal nécessaire. On peut se poser la question. Le problème qui s'est posé, c'est réellement l'utilisation que nous faisons de l'aide et la perception que nous avons de l'aide. Pendant longtemps, l'aide a été conditionnée à un modèle de développement qui n'est pas approprié à nos pays. Et c'est là qu'on a pu avoir les passes, les différents programmes d'ajustement que nous avons pu avoir. Et à un moment donné, même il y a eu, les pays se sont retournés un peu vers la Russie et il y a eu la même chose, des aides qui sont conditionnées au modèle communiste et tout cela. Au fur et à mesure, il faut simplement que les pays aient une autre perception de l'aide, en ne plus se mettre dans le pays pauvre qui tend la main, mais en considérant l'aide comme étant juste. Si on prend une voiture, on a la carrosserie qui est nos pays, le moteur, c'est le modèle de développement que nous devons nous fixer nous-mêmes, qui va dépendre de nos cultures et de ce que nous sommes en tant qu'Africains. On peut supposer que l'essence, dans ce cas-là, ça va être les ressources propres que nous arrivons à mobiliser par la vente de nos matières premières, par les recettes que nous récupérons dans nos pays à partir de l'activité. Et l'aide peut être juste l'huile qui permet de compenser le manque qu'il y a pour pouvoir faire évoluer ce moteur. Et donc, tant que nous considérons que l'aide va venir nous développer, on se trompe, ça c'est clair. Mais dire au jour d'aujourd'hui que nous devons mettre aussi fin définitivement à l'aide, je pense qu'on est en train de se tromper. Mais il faut prévoir une sortie progressive de cette aide-là. Comment on va y arriver? Serge vient de souligner quelque chose très rapidement. Il paraît comme si l'aide publique au développement est d'abord un instrument de domination des pays industrialisés sur les pays pauvres. Que l'aide sert souvent tout d'abord les intérêts des pays occidentaux et de leurs entreprises transnationales avant les intérêts propres des pays qui en bénéficient. Oui, bien sûr, ça peut être perçu comme ça. Ça peut être perçu comme une façon de paternalisme, une façon de mettre la main sur nous. Et quand on regarde même l'utilisation de cette aide, on peut toujours percevoir comme ça parce que, en réalité, aujourd'hui, lorsque vous faites les différents bilans qui ont été faits sur l'analyse sur l'efficacité de l'aide, on sort nécessairement que la plupart du temps que l'aide n'est pas efficace parce que 2/3 globalement de l'aide retourne dans le pays ou dans la zone qui a envoyé l'aide. À travers 60% qu'on utilise souvent pour l'achat des biens et services. Donc souvent, c'est quoi? C'est les voitures, c'est les équipements, des mobiliers, des bureaux qui, la plupart du temps, ne sont pas des équipements locaux que nous achetons. Vous avez autour de 12%, 12-13% qui sont à la main-d'œuvre, les expats qu'on envoie. Et
top 25% pour les commissions occultes, entre guillemets, mais ces commissions occultes servent à quoi encore? On achète des voitures, on les renvoie dans ces trucs, et c'est à peine 3% qui vient à la population réelle qui en avait besoin. Et donc, ces aides, en plus, dans ce cas, on se rend compte que, bon, non seulement les pays développés les envoient, mais ça leur permet aussi de lutter contre le chômage chez eux, puisqu'ils vous envoient des travailleurs expatriés et qu'après aussi écouler des marchandises qu'ils vendent de leur côté là-bas. Mais si on réoriente cette aide vers les vraies politiques de développement que nous avons, nous aurons une efficacité plus accrue de cette aide-là. Et donc, c'est vrai qu'à priori, on peut le voir comme étant un instrument de domination. Mais un exemple simple, aujourd'hui, le pays que tout le monde cite en exemple, c'est le Rwanda, mais c'est l'un des pays qui dépend le plus de l'aide au développement au monde. Plus de 46% de son budget est bouclé par l'aide au développement. Mais parce qu'ils ont une meilleure utilisation de l'aide au développement, parce que l'attitude, c'est de dire, moi, sur tel nombre d'années, voilà mon programme, voilà là où je vais être. Si vous voulez, vous financez cela. Si vous ne voulez pas, vous pouvez repartir avec votre argent. Mais ils financent. Et donc, eux, ils arrivent quand même à tirer profit de cette aide. C'est un exemple d'un pays qui utilise à merveille l'aide. Mais 46%, ça reste quand même beaucoup de dépendance et qu'il faudrait progressivement qu'ils arrivent à réduire cette part de l'aide dans leur budget national. Serge Viano, vous voyez également la chose sous cet angle. Comment l'aide est utilisée? C'est de cela que dépend l'efficacité sur le développement des pays qui en bénéficient. Oui, je suis d'abord heureux que mon ami me rejoigne, puisque je comprends sa position, il est dans l'administration publique. Donc, il ne peut que défendre la position de l'administration publique. Je ne suis pas dans l'administration, je suis enseignant. Ah, d'accord. Mais sinon, comment comprendre que 60% d'une aide repart dans le pays donateur? C'est pas possible. Quand ils donnent l'argent, quand ils vous donnent de l'argent, ils vous poussent à l'utiliser dans une direction donnée. C'est ça d'abord le grand problème. Je prends un cas simple. L'aéroport de Glodjibé. Ça va coûter 360 millions. L'aéroport de Glodjibé, c'est l'aéroport en construction au Bénin actuellement. L'aéroport dont la construction va commencer au Bénin. Voilà. C'est 362 milliards le coût. Ce sont les Chinois qui ont donné l'accord de prêt. Mais la construction a été confiée à un consortium chinois. Je suis sûr qu'on ira à un taux de 90% de l'argent qui va repartir en Chine. Parce que nous allons faire tourner leur économie, payer leurs chômeurs et faire tourner leur économie sur notre dos. On aura l'infrastructure, certes, mais sur un coût qui va quand même peser sur nos finances et nos politiques de développement. Quelque part, il faut quand même, comme il a dit dans le dernier exemple pour le Rwanda, il faut que nos chefs d'État ou nos dirigeants quittent effectivement la posture du mendiant qui tend la main. Je pense que on peut... Est-ce qu'on peut orienter cette aide si on n'a pas la capacité de décision? Mais le Rwanda l'a fait, vous avez suivi ces explications. Oui. Le Rwanda l'a fait, pourquoi pas les autres? Le Rwanda l'a fait. Le Rwanda l'a fait. Mais ce n'est pas... C'est d'abord une volonté politique de développement qu'il faut. Et il faut une politique réelle et adéquate pour pouvoir réellement orienter et une force de caractère ou un patriotisme poussé. Mais ce qui caractérise nos États africains, c'est qu'on remarque que ce sont nos propres compatriotes qui vendent notre pays, qui nous mettent dans des situations ou bien qui nous font accepter des choses qu'ils ne peuvent pas, qui vont... qui handicapent notre développement. Donc, regardez le Ghana. Le Ghana a refusé, le président Ghana a refusé le programme d'ajustement structurel pour cette année. Néanmoins, ils ont encore décaissé de l'argent la semaine passée ou il y a 2 semaines. Néanmoins, ils ont encore décaissé de l'argent. Ça veut dire que si on s'affirme, comme il a dit, si on s'affirme, on peut quand même réorienter un peu. Mais moi, je pense qu'il faut diminuer complètement la part de cette aide dans nos financements. Il faut compter, dans le financement de nos économies, il faut compter sur nos propres forces. Si nous avons des ressources propres de 900 milliards ou de 1000 milliards, faisons nos budgets en fonction de nos ressources propres. Si ces ressources, nous avons la latitude d'orienter dans les projets qui nous intéressent. Parce que l'aide publique, l'aide au développement a des domaines prioritaires.
c'est-à-dire les infrastructures. Souvent, c'est les infrastructures qui vont permettre à les entreprises de tourner. Rarement l'éducation. Rarement l'éducation, rarement la santé. Vous ne pouvez pas dire ça. Non, mais je pense. Vous ne pouvez pas dire ça. Sur quelles statistiques vous vous basez donc? Bon, je n'ai pas les statistiques ici. Non, je pense que souvent l'aide a été conditionnée par rapport au programme. Nous avons eu par exemple le PASS, comme vous l'avez parlé, qui était un accompagnement des États à mieux assainir leurs finances publiques. Après, nous avons eu les OMD qui ont, pendant une quinzaine d'années, qui ont été plutôt dans les domaines sociaux, que ce soit l'éducation, la santé. Et vous avez par exemple le Fonds mondial, c'est l'aide au public qui permet de lutter contre le sida. Vous avez le PNLP, le fonds qui permet pour la lutte contre le palud. Et dans l'aide, il y a toujours deux parties. Vous avez une partie, la plus grosse partie d'ailleurs, c'est les dons qui vont beaucoup plus dans les domaines sociaux, santé, éducation, comme l'UNICEF le fait, et les différents programmes de la Banque mondiale, mais aussi qui aide les États à pouvoir mieux gérer la gouvernance, les politiques de gouvernance. Et il y a 20% qui va dans les infrastructures en général. Moi, je veux même qu'on change la tendance. La tendance serait d'investir plus dans des infrastructures de production, de cet argent que nous prenons, qui est souvent sous forme de prêts à taux préférentiel, que ça aille vrai pour les infrastructures de production, plutôt que ça aille beaucoup plus pour l'accompagnement des pays, comme on observe. Parce que l'argent qu'on met dans l'accompagnement des politiques et autres n'a pas un impact direct. Ça peut prendre du temps pour que ça ait l'impact. On peut réorienter. Mais ce que vous dites, c'est un peu vrai. Il y a un truc sur lequel je suis d'accord avec vous, c'est que nous devons réorienter l'utilisation de l'aide. Ça, c'est clair. Mais dire que nous ne sommes pas en position de négociation, ce n'est pas si vrai. Nous sommes en position de négociation. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit la Banque mondiale, le FMI et tout ça, ils prennent des cotisations des États et c'est des contribuables qui cotisent. Et depuis longtemps, qu'est-ce qui a été passé? Tout ce qui les intéressait, eux, c'était le taux de décaissement. C'est-à-dire que si on a prévu 100 milliards à dépenser au Bénin, il faut dépenser les 100 milliards si on peut les dépenser. Et donc, où ça va, à quoi ça va, ce n'était pas la qualité de la dépense n'était pas le plus important, mais il fallait vraiment décaisser. Pourquoi ça? C'est parce que les donateurs, s'ils ne décaissent pas, ils ne pourront plus redonner l'année d'après. Ils vont en avoir moins. Donc, eux-mêmes, ils ont intérêt à ce que l'argent soit dépensé. Donc, moi, si le Bénin, je dis, bon, voilà, j'ai mon PAG, j'ai tel truc qui sont prioritaires pour les 2 années à faire. C'est dedans que je veux que vous orientez vos ressources. Si vous ne voulez pas partir, ils ne partiront pas. C'est un leurre de penser qu'ils vont partir. Donc, parce que nous, on a besoin d'eux, mais aussi ils ont besoin de dépenser pour pouvoir continuer à exister. Parce que tant qu'ils ne dépensent pas, ils vont fermer maison. Donc, c'est aussi ça qu'il faut voir. Et tout ça n'est pas gratuit, bien évidemment. Il y a un retour sur investissement qui est là et tout ça. Donc, c'est aux États de pouvoir réorienter. Et les accords de Paris de 2005 ont permis réellement de mettre les États sur le même pied d'égalité. Mais dans la pratique, il faut que les États prennent leurs responsabilités et qu'ils aient maintenant intérêt, envie de dire qu'eux-mêmes, ils veulent aller dans ce sens-là. Et si vous avez remarqué, c'est après les accords de Paris qu'on a lancé tout ce qui était les programmes SRP et autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans nos pays, tout le monde a fait le même programme sous l'appui de la Banque mondiale. Aujourd'hui, les États commencent par se retirer eux-mêmes pour faire leurs programmes qui commencent pas à être différents des uns des autres. Donc, je pense que progressivement, on va y arriver. Et comme il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent quand même pour dire qu'il faut mieux orienter ce que vous êtes en train de faire, on finira par arriver. Mais il faut qu'il y ait une volonté, c'est ça. C'est la volonté politique de dire, moi, je ne veux pas sortir de mon programme que je me suis fixé. Mais n'oubliez pas que pendant longtemps, nos États n'avaient pas non plus de boussole. Ce qui fait qu'on investissait dans tous les domaines. D'accord. Mais, s'il vous plaît, allez-y. Je pense que quand on fait le bilan, depuis 1960, on a toujours bénéficié de l'aide au développement. Non, le bilan est mitigé. Ça, le bilan est même, à mon avis, négatif. Parce que nous en sommes toujours au même point de départ. Nous avons toujours des problèmes. Pire, on s'est gravement endetté, on s'est surendetté. Et comment on va s'en sortir? Je pense qu'il faut savoir arrêter. À un moment donné, on dit stop, comptons sur nos profits. Quand vous dites il faut savoir s'arrêter, est-ce qu'il faut carrément se passer de l'aide publique au développement ou bien il faut réorienter la façon d'utiliser ces fonds? Il faut diminuer les niveaux d'endettement. Je pense qu'il faut diminuer les niveaux d'endettement et faire des projections sur le long terme. Parce que on s'endette. Partant du postulat qu'on n'arrête pas un pays, on ne peut pas saisir un pays, qu'on ne peut pas faire ce genre de choses. On s'endette. Vous prenez de l'argent sur 30 ans, vous réalisez des investissements qui, au bout de 5 ans ou de 10 ans, deviennent obsolètes ou bien se gâtent.
qu'est-ce que vous y avez gagné? On va dire que concernant l'État, on ne va pas parler de rentabilité économique, d'accord. Mais quand même, l'argent qu'on investit, ça doit avoir un effet. On a un effet sur le développement économique. Mais c'est pour ça qu'on a fait l'investissement. Ça doit servir de levier. Mais on fait l'investissement, on n'en voit pas l'effet. On continue de s'endetter, Mais il faut reconnaître qu'à ce niveau aussi, il y a le gaspillage et la corruption qui sont à notre niveau et qui nous empêchent de profiter effectivement de cette... Qu'est-ce que vous mettez dans le gaspillage? Quand un gouvernement achète 1000 véhicules de luxe, par exemple, quand un État mène un train de vie manifestement élevé, c'est du gaspillage. C'est avec les ressources publiques qu'on gaspille. Vous achetez un véhicule de 42 millions, on en achète une trentaine. Au bout de 3 ans, c'est réformé. Des gens achètent, il y a toute une mafia autour. Et chaque année, on fait ça. C'est du gaspillage. Actuellement, on nous parle de leasing. Le leasing est encore plus cher que l'achat de véhicules. Vous reposez toujours le problème de l'utilisation de ces fonds qui parviennent aux pays africains. Voilà. Mais vous avez souligné tout à l'heure, monsieur Edon, la réorientation de ces fonds qui ne proviennent des pays qui accordent ces aides. Comment réorienter véritablement l'aide publique au développement en Afrique pour que cela produise plus d'efficacité, plus d'effet? Oui, en fait, la problématique qui se pose, c'est quoi? Les États ont un budget à couvrir et sur ce budget, ils ont un manque. Et ce manque est souvent compensé par l'aide publique au développement qui peut varier d'à peine de 10% à 40, 50%, voire 60% dans certains pays. Maintenant, une fois qu'on a cette problématique, l'argent que je prends en surplus, j'en fais quoi? Je vous ai dit aujourd'hui, on utilise plus de 60% pour acheter des biens et services. Utilisons plutôt une majorité, une bonne partie, à l'orienter vers les investissements structurants, les investissements des infrastructures de production. Dans ce cas, vous mettez à disposition des gens de l'énergie, de l'eau, des marchés, des routes. Ça permet de désenclaver, ça permet de créer des activités économiques qui peuvent maintenant permettre de récolter des ressources internes qui vont permettre de compenser le gap qu'il y avait et pour lequel on a dû faire appel à l'aide publique au développement. Mais il y a tout un appareil autour de l'aide publique au développement. Il y a les expatriés, il y a ce qui est utilisé pour acheter les biens, il y a comme j'ai dit, les commissions occultes et tout. Donc, nous devons lutter aussi contre ça, la question de corruption. Si on lutte efficacement contre la corruption, il y aura une meilleure utilisation de l'aide. Moi, je ne suis pas contre la dette. On doit contrôler la dette, mais les pays ont besoin de dette pour se développer. Les États-Unis se sont développés avec la politique de dette. Oui. C'est pareil pour la France, c'est pareil pour les plus grandes économies. Oui. Et nous, le problème, ce n'est pas la dette, le problème, c'est la qualité de la dette. Qu'est-ce que nous faisons de ce que nous faisons comme dette? Si on s'endette pour le fonctionnement de l'État, c'est une mauvaise dette. Mais si on s'endette pour investir, c'est parce qu'on anticipe que demain, on va avoir des ressources supplémentaires qui vont permettre de rembourser cette dette et de pouvoir moins s'endetter au fil du temps. C'est ça qui est le plus important en réalité. Nous avons certes un vrai problème aujourd'hui de la qualité des dépenses. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits pour les améliorer dans la plupart des pays africains. Le problème, c'est que les pays africains n'ont plus trop le choix eux-mêmes. Et ils savent qu'au fur et à mesure, il va leur falloir trouver d'autres sources de financement. Parce que l'aide même commence par s'amenuiser. Parce que les pays qui donnent sont en souffrance. Et donc, ils vont au fur et à mesure réduire ces aides-là. Donc, c'est à nous de commencer par être un peu plus autonomes et avoir des budgets et une économie beaucoup plus résiliente au choc extérieur. Et c'est ça, par exemple, le risque de Rwanda aujourd'hui, s'il y a une grande crise et que les pays développés, la Banque mondiale, le FMI, qui sont les partenaires les plus importants, et l'Union européenne commencent par diminuer sensiblement leur financement, ce pays va avoir des difficultés à boucler ses budgets, par exemple. Serge Viano. Oui. Quand on prend l'exemple de la dette, je voulais revenir sur l'intervention de mon ami. Quand on prend l'exemple de la dette et qu'on cite la France, les États-Unis comme des exemples de bonnes dettes, je pense que eux, ils ont toute une industrie à faire tourner. Ils ont tout le système économique qui tourne et qui a juste besoin d'investissement pour générer des ressources supplémentaires pour payer. Mais nous, en Afrique, nous n'avons rien comme industrie. Nous n'avons aucune résilience face
aux crises, et on s'endette, sans vraiment les utiliser. Justement, nous étions en train de parler, de comment orienter cette dette. C'est ça qu'on est en train de Quand on prend le Ghana, qui vient de se passer de cette aide, de ces programmes d'assistance économique, c'est parce que eux, ils ont des industries et ils veulent compter sur leurs ressources pour pouvoir vraiment les orienter dans le sens qu'il faut. Ici, quand les bailleurs, les bailleurs internationaux amènent leurs sous ou veulent vous aider, ils ont des domaines qui définissent d'abord, parce qu'ils ont des priorités, C'est à vous de prendre ou pas. Parce que même s'ils ont de l'argent à toujours vendre, parce qu'il faut qu'ils vendent de l'argent pour pouvoir financer leurs économies. Nous, même s'ils ont de l'argent pour toujours vendre, vous devez pouvoir dire non, on peut se passer de ça. Parce que cette aide s'accompagne toujours d'un retour de l'ascenseur dans d'autres secteurs qui sont de nature à nous priver de notre autonomie. C'est-à-dire, par exemple, quand la Chine, je prends un cas précis, la Chine a voulu aider la République démocratique du Congo à travers une aide de 12 milliards de dollars. Mais la condition qui a été posée, c'était d'exploiter les ressources minières pendant 6 ans, sans contrôle. Les AI étaient d'accord. C'est le FMI c'est la Banque mondiale qui a tiré sur la sonnette d'alarme, qui a poussé les AI à refuser. Vous voyez le danger? C'est-à-dire, les AI voulaient de l'argent pour financer son budget. Ils ont accepté de l'argent à n'importe quelle condition. Ce n'est que ça qu'il y a au niveau de l'aide publique au développement. Quand il y a de l'aide publique au développement, vous allez voir que les pays qui bénéficient abondamment de cette aide n'ont souvent pas une industrie développée. Et ce sont les entreprises des pays donateurs qui sont en pole position dans ces pays. Si je vous comprends bien, Monsieur Vianou, vous pensez qu'il faut plutôt se passer de l'aide publique au développement au lieu de réorienter l'usage qu'on en fait? Je pense qu'il faut diminuer la proportion de l'aide publique au développement dans le financement de nos économies. Pas s'en passer tout de suite. S'en passer progressivement, mais diminuer. S'en passer progressivement en diminuant. Oui. Et utiliser comment? Réorienter. Comment? C'est de ça qu'il est question justement. Oui, c'est-à-dire d'abord il faut que nos pays élaborent de bonnes politiques de politiques de développement adaptées à leurs ressources, à leurs économies, à la situation de leurs économies. Comme il a fait remarquer, ils avaient des politiques communes et après chacun a commencé par faire des politiques en fonction de ses spécificités. Il faut d'abord avoir des politiques spécifiques à chaque pays. Ensuite, définir les domaines prioritaires qui ont besoin d'investissement. Moi, je pense que nos pays ne se développeront jamais tant qu'on aura recours à cette aide publique au développement, à cette aide extérieure. Parce que si nous nous développons, ce sera forcément au détriment des autres économies. Mais comment quelqu'un va vous aider à devenir son concurrent? On ne peut jamais renforcer un concurrent. Vous l'avez dit. Oui, Siak, et donc je vous ai vu faire signe tout à l'heure. Vous avez certainement quelque chose à ajouter avant qu'on avance. Oui, très rapidement. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, l'aide ne vient plus maintenant pour dire c'est dans ce domaine que vous devez l'utiliser. D'accord. C'est vous, les pays qui décident qui définissent les cibles prioritaires. Et maintenant, si l'institution ou le PTF est intéressé par ça, il va dans ce domaine-là. Parce que chacun est spécialisé globalement dans des secteurs donnés. Et donc, si le pays dit les ressources que vous avez prévues dans votre PTA pour appuyer tel domaine, ces domaines ne sont pas prioritaires pour nous, le PTF peut réorienter ses ressources vers des domaines qui sont prioritaires pour le pays. Le cas du Ghana, c'est clair. Le Ghana avait eu, avec la chute des cours du pétrole, le Ghana était en crise. Voilà pourquoi le FMI l'avait accompagné, comme il nous accompagne actuellement, pour pouvoir restructurer les comptes et pouvoir assainir ses comptes. Une fois qu'ils ont fini d'assainir, c'est normal qu'ils quittent. Et aujourd'hui, il y a quand même une meilleure... les coûts du pétrole ont augmenté, et donc ils continuent aujourd'hui de pouvoir dire qu'ils n'ont plus besoin de ce programme-là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne bénéficient pas de d'autres aides, ils bénéficient d'aides hors programme PEC. C'est ça le truc qu'il faut voir. Maintenant, si on doit aller au niveau
de ce qu'on doit faire réellement pour cette aide, moi je pense qu'on ne peut réduire l'aide au développement qu'en changeant notre politique et en orientant vers ces aides-là. Pour pouvoir réduire l'aide, il faut augmenter la mobilisation des ressources internes. C'est-à-dire pouvoir mieux récolter nos impôts. Mieux récolter nos impôts, ça vient aussi à lutter efficacement contre la corruption, puisque la corruption fait qu'il y a une déperdition dans la collecte des impôts. Pouvoir trouver des sources de financement nouvelles qui appartiennent à l'Afrique, mais qui sont nouvelles. Le transfert des immigrés, c'est une source de financement de l'Afrique qui est énorme, qui dépasse même l'aide au développement aujourd'hui quand on prend le volume qui vient d'Afrique. Mais comme ce n'est pas orienté vers les secteurs de production, beaucoup plus vers l'alimentation et les constructions des maisons et tout, ça impacte très peu le PIB. On peut aussi trouver une meilleure façon de mieux orienter ces fonds-là. Ça va nous permettre d'avoir des ressources additionnelles plus importantes et progressivement, on va pouvoir quitter l'aide. Mais dire qu'aujourd'hui, on va s'arrêter et que l'aide n'apporte rien, je pense que beaucoup de pays pourront couler dès lors qu'on dit qu'on arrête l'aide. Alors, et l'annonce, parlons de l'annonce du Ghana. Vous l'avez tout de suite souligné tout à l'heure. L'annonce du Ghana de se passer de l'aide au développement, justement, est-ce que ce n'est pas un peu précoce comme annonce de vouloir se passer de l'aide au développement? Non, ce n'est pas précoce. C'est un choix. Le gouvernement qui va assumer. Le Ghana n'est pas un pays comme le Bénin. C'est un choix de gouvernement qu'ils vont assumer. Et malgré cette annonce, le FMI a quand même décaissé une grande tranche au titre d'un programme de 2015. Ça veut dire que cette annonce qu'ils ont faite ne les a pas mis à dos les institutions financières, puisque en fait, ces institutions financières fonctionnent comme des banques qui mobilisent des ressources à un taux, peut-être à un taux, et ils revendent cet argent. Ce n'est pas si gratuit que ça. Non, vous me rejoignez. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Et nos pays, pour s'en sortir, comme il a dit, avaient déjà réfléchi à la politique de transition fiscale qui est en cours. Et tout à l'heure, vous avez abordé un aspect qui est très important, l'envoi de fonds de migrants. Pour le Bénin, c'est 304 millions de dollars au titre de 2017. Alors que l'investissement direct entrant, c'est 161 millions de dollars. C'est énorme. Donc, vous me rejoignez aussi quand je dis qu'on peut se passer de cette aide-là en la diminuant progressivement. Parce que chaque année, on s'endette. Dans quelques années, nous n'aurons plus aucune autonomie en matière économique. Parce que le niveau d'endettement augmente tout le temps. Nous endettons tout le temps. Quand est-ce qu'on va sortir? C'est un cercle vicieux. En réalité, c'est un cercle vicieux. Je pense qu'il doit y avoir des proportions pour s'endetter. Comment vous allez faire un budget et vous allez couvrir ça à hauteur de 46, 50%, 60%. C'est inadmissible. Vous devez d'abord compter sur vos propres forces. Je pense que c'est un principe fondamental. En comptabilité, on passe le principe de la prudence. Vous devez pouvoir mobiliser, vous pouvoir compter sur des ressources qui sont sûres pour vous. Donc je pense que le Ghana a fait un choix qui va déterminer sa souveraineté dans les prochaines années. Mais nous, on est en train de vendre notre souveraineté au profit de l'argent. Puisque quand vous devez 3 000 milliards ou 4 000 milliards, comment pensez-vous vous en sortir? Dans 100 ans, vous êtes toujours endetté? Oui, mais en volume, ça paraît énorme. Mais il y a des critères. Quand on me dit que les États-Unis sont endettés, les États-Unis ont une politique protectionniste pour faire tourner leurs économies. Actuellement, vu la montée de la Chine, il y a des mesures de rétention pour empêcher la Chine de bénéficier du transfert de technologie sans payer le prix. Non, mais on est d'accord. Donc, je pense que nous, nos pays, si on veut financer nos économies en vue de se développer, on doit se passer de cette aide-là. On doit progressivement s'en passer. Parce que si les pays africains se développent, les pays occidentaux n'auront plus de sources d'approvisionnement pour les matières premières. Imaginez la France sans l'uranium nigérien. Ils n'auront plus d'énergie. Vous pensez que la France peut aider le Niger à se développer? Jamais. Vous l'avez dit, il faut progressivement diminuer le niveau de l'aide au développement. Si on commence par diminuer le niveau de l'aide au développement, comment les pays africains peuvent financer leur propre développement? La question est là. La question est, c'est une question pertinente qu'il faut se poser maintenant. On doit lutter contre la corruption. On doit continuer le régime de la transition fiscale.
avoir plus de ressources et avoir plus de ressources. Quand le Togo, en 2016, a poussé des entreprises à se formaliser, vous savez combien ils ont eu en 2016 ? 568,5 milliards de francs CFA. C'est énorme. Dans un budget comme le nôtre pour l'année passée, si un budget de 2 000 milliards, ça fait le quart. C'est des ressources additionnelles, non prévues. Donc, il y a la possibilité de financer de manière endogène nos économies. Il y a 4 axes que moi j'ai identifiés. Il faut permettre une industrialisation pousse. Il faut densifier le tissu industriel de nos pays. La contribution du secteur secondaire au PIB, c'est 23% pour un pays comme le Bénin. Alors qu'il y a le Nigeria qui est à côté de nous. C'est inadmissible. Nous avons une balance commerciale qui est déficitaire depuis 1960. L'année passée, il y a 2 ans, c'était dans l'ordre de 600 ou 700 milliards. Trop d'argent sort de notre pays. Quand vous prenez les pays occidentaux, l'Allemagne a une balance commerciale excédentaire grâce à l'industrie automobile, grâce à la technologie. Donc, nous devons pouvoir arriver à des balances commerciales excédentaires. Et pour y arriver, c'est les services, certes, mais c'est surtout l'industrie. Nous devons densifier notre tissu industriel. Nous devons profiter de la position de notre pays par rapport au Nigeria. Nous devons lutter contre la corruption. Nous devons lutter contre le gaspillage de nos ressources. Et nous devons aussi compter sur nos propres forces. Si nous avons la capacité, si nos ressources sont de l'ordre de 2 000 milliards, faisons un budget de l'ordre de 2 000 milliards et arrêtons de nous endetter. Oui. Et mobilisons davantage nos ressources. Les pays, vous allez remarquer que il y a un comportement que nous, les pays africains, nous avons qui est ahurissant. Les pays occidentaux qui nous prêtent l'argent vivent dans une certaine sobriété. Mais nous, les pays africains qui empruntons, on gaspille l'argent. L'Élysée, la présidence française, ils ont fait un documentaire sur la présidence, le palais de la présidence française. Ils ont un parc automobile de 70 ou 75 véhicules. La France, mais ici, aller à la présidence compter les véhicules. Il doit en avoir au moins 1500 ou 2000. On ne peut pas vivre avec ça. On ne peut pas se développer avec ça. Il faut lutter contre le gaspillage. Il faut accélérer la transition fiscale, permettre aux entreprises de se formaliser pour générer plus de ressources, plus d'impôts. Je pense qu'on peut vivre avec ça. Quand le Togo, avec la formation de ces entreprises qui sont passées du secteur informel au secteur formel, pour la seule année 2016, a pu mobiliser 568 milliards, je pense que la possibilité existe pour nous tous, pour tous nos pays, de prendre des institutions. C'est un pays pareil. Syria Kidon, l'Afrique est-elle capable de financer son propre développement? Parce que cela n'en a pas l'air, puisqu'il semble se plaire dans l'aide au développement. Non, mais là, ce que vous êtes en train de décrire, c'est ce qu'on a appelé, en économie, on appelle ça la trappe de l'aide. En fait, c'est le cercle vicieux de l'aide. À force de toujours demander, on continue toujours à demander, on en a de plus en plus besoin pour demander. Et donc, du coup, comme c'est de l'argent qui, a priori, semble ne venir de nulle part, et que chacun l'utilise comme il veut, c'est exactement ça. Il y a des comportements qu'on doit changer, je suis tout à fait d'accord. Ne plus gaspiller, mieux orienter nos ressources vers les infrastructures de production. Parce que c'est vrai, nous devons nous industrialiser. Tant que nous ne nous industrialisons pas, on va toujours continuer à avoir des problèmes pour mobiliser des ressources, en tout cas en quantité suffisante. L'industrialisation est-il un sentier sine qua non? L'industrialisation va conduire à la transformation structurelle de notre économie. Et ce qui va nous permettre, en réalité, d'avoir plus de ressources à pouvoir collecter pour des recettes pour l'État. Et aussi de l'emploi, en réalité. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le seul fait que notre agriculture reste primaire fait que nous n'arrivons pas à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et le fait que cette agriculture soit dans le secteur informel fait que l'État n'arrive pas à collecter les recettes qu'il faut pour ça. Le fait que nous ne transformons pas ce que nous vendons, nous les vendons à des valeurs moins élevées, et parce que nous sommes basés sur les matières premières simplement, qui plus est agricoles. Et même les pays qui arrivent à s'en sortir la plupart du temps, c'est parce qu'ils ont des matières premières pétrolières ou minières. Donc on doit
vraiment transformer cela. Et l'industrialisation et les services pour le Bénin pour pouvoir réellement profiter du Nigeria, comme a dit mon collègue. Je suis tout à fait d'accord par rapport à ça. Maintenant, la question réelle, on peut utiliser l'aide, c'est la question que moi je suis en train de dire, on peut utiliser l'aide pour s'industrialiser. C'est nous qui l'utilisons mal aujourd'hui, en l'utilisant pour aller acheter des voitures, en l'utilisant pour aller acheter des mobiliers de voitures, en l'utilisant pour corrompre et en l'utilisant pour payer que les extérieurs. Or, on peut l'utiliser vraiment pour industrialiser les pays. Si on l'oriente vers là et que l'État fait la promotion du secteur privé, parce que c'est ça le problème. L'État ne peut plus tout faire. C'est fini, l'État qui doit investir partout, qui doit tout gérer. Et donc, l'État fait la promotion du secteur privé. On va avoir une émergence d'une bonne classe de secteur privé qui va commencer par faire des productions où on pourra avoir des recettes supplémentaires pour compenser le gap que nous avons aujourd'hui. Moi, je n'ai pas la même appréhension que l'aide. Il y a la même appréhension sur la dette. Il y a des critères qui sont clairs et on a des barrières qui disent que vous ne pouvez pas vous endetter plus de 70% de votre PIB. Dès que vous approchez cela, vous êtes dans des difficultés. Mais il y a des pays qui les dépassent. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'ils font de cette aide-là? C'est ça qui est le plus important. Quand vous vous endettez pour favoriser l'industrialisation, pour créer des infrastructures de production, ce n'est pas la même chose que quand vous vous endettez pour aller payer les salaires ou pour aller payer des per diem, quoi. C'est ça les grandes différences. Je voudrais, contrairement à mon collègue, je pense que on peut se passer de l'aide publique au développement. C'est-à-dire, il a abordé un aspect. On doit pouvoir financer les PME-PMI. Et en ce moment, on doit trouver des outils de financement qui ne soient pas l'aide publique au développement. Parce que l'aide publique au développement, quand ils viennent, ils disent, bon, c'est la santé, ils disent les investissements, ils disent certaines choses. Mais avec des fonds d'investissement, par exemple, on doit pouvoir financer les PME-PMI. Avec la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, c'est un puissant outil de financement que nous n'exploitons pas. On doit pouvoir financer les PME-PMI. Parce que le rôle de l'État, en réalité, est dépassé. La dernière fois, ils ont voulu faire un recrutement dans la fonction publique, au niveau du Trésor, 350 personnes, je crois. Il y avait près de 100 000 à 200 000 personnes qui ont déposé. Quand les gouvernants, on parle de la question de l'emploi, ils disent, non, l'État va recruter, l'État va lancer des recrutements dans la fonction publique. Non, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut se passer, on doit pouvoir se passer de l'aide publique au développement. Et ça, c'est pas la conséquence de non, ça c'est la conséquence d'une mauvaise politique. Le programme Emploi Jeune aujourd'hui, qui permet de financer les PME, les jeunes entrepreneurs. Voilà. Ce programme est financé par l'aide publique au développement. D'accord. Et c'est ça qu'on vous parle, c'est une question d'orientation de l'aide. D'accord, mais ce programme n'aura pas les effets qu'il faut. Non, parce que le niveau de financement est faible. Quand on dit une entreprise qui doit... On peut renforcer ce programme avec des fonds d'investissement qui ont la capacité de mobiliser plus que les Finalement, nous sommes presque à la fin de cette émission. Finalement, l'aide publique au développement constitue, selon vous, un frein au développement? Oui. Si constitue un frein au développement. Et il faudrait qu'on apprenne à s'en passer. Regardez les niveaux d'endettement que nous avons. Si c'était des fonds d'investissement qui avaient injecter cet argent dans notre économie, on serait déjà développé. Parce qu'il faut investir dans les PME-PMI qui vont créer la richesse et les emplois. Alors, parce que l'industrialisation ne sera possible que grâce aux PME-PMI. Ce ne sera pas les grandes multinationales qui vont développer nos pays. Il faut seulement les PME-PMI investir plus d'argent dans ces PME-PMI. Et la transition fiscale sera une réussite, on aura beaucoup de ressources. S'il y a que dans l'aide publique au développement, un frein définitivement au développement? Je ne dirais pas que ce soit un frein. Dans son utilisation actuelle, oui, ça l'est. Une meilleure utilisation permettra d'en bénéficier. Les fonds d'investissement, c'est bien, mais on a connu dans ce monde la crise des subprimes, c'est des fonds d'investissement. Il faut faire attention aussi à ces utilisations des fonds d'investissement. L'économiste que je suis reste prudent en disant que nos pays
peuvent se le passer de l'aide. Mais il faut se préparer pour se préparer, passer de cette aide-là. Et une façon de se préparer pour se passer de l'aide, c'est déjà commencer par réorienter ce que nous recevons aujourd'hui pour que cette aide produise de la richesse dans nos pays et non qui serve juste à financer des étrangers. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Serge Vianou, juriste, spécialiste du droit bancaire et financier. Syria Kedon, économiste. Vous êtes également enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Merci d'être passé avec vos différentes explications et analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro d'Espace Éco. Prenez le prochain rendez-vous dans une semaine, même heure, même fréquence. Surtout restez avec nous. L'information revient sur SICA.